se déshabiller et on est plongé tout nu, dans une mare, mais il y avait des ours qui étaient nus et qui lui ont pris ses habits. Alors il s'est dit, bon, je peux quand même pas me voyager comme ça tout nu partout, je vais rester ici. C'est bien qu'à Saint-Guilain, il y a un village, une ville qui s'appelle Saint-Guilain. Et donc il aurait pris sa terre et il serait allé jusqu'à ce endroit-là où on a fait la basilique Saint-Denis. Voilà, hop, là, voilà. Hein? À ce moment-là, on est baroque, rococo, ça veut dire qu'à gauche, c'est différent et ça fait des formes très bizarres. Le Jésus sur sa croix, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Ça, c'est un Christ janséniste. Janséniste, c'est un certain Janssens, dont on a pris le nom, on a latinisé, Jansénus, ça faisait très beaucoup mieux. Hein, et donc, il était partisan de dire que tout le monde n'allait pas au ciel. Hein. Il n'y en a que quelques-uns qui allaient au ciel. Donc, ça, c'est Jésus qui accueille tout le monde. Donc, Jésus, il accueille que certaines personnes. Et vous allez, si vous voulez aller à la communion, il faudra faire tout plein d'exercices. Hein, et faire une fois par mois, peut-être par tous les 2 mois, suivant votre humidité. On met à gauche et à droite les grands mystères de la foi, la naissance de Jésus et la résurrection de Jésus. En dessous, vous avez un blason. C'est le blason. Vous êtes allé jusque-là? C'est le blason de Bourgogne. Et ils ont mis en plus le collier d'un poisson d'or. Ils n'ont pas eu, ici, ils n'ont pas eu le collier d'un poisson d'or. Enfin. Voilà. Ah, et le stade, alors ici, dans les salles, les 2 grands salles, c'est Saint-Pierre et Saint-Paul. Et puis là, à côté, on a Saint-Barthélemy. Barthélemy, il y a un couteau en main là. Saint-Barthélemy, c'est le seul des tanneurs. On lui a fait la tombe. C'est-à-dire qu'il paye à un certain endroit, mais là, on l'a martyrisé, on lui a enlevé la peau. Et ces gens s'appelaient, on les appelle des ictyophages. Ictius en grec, ça veut dire poisson. Hein? Et si on prend les lettres, I, c'est Jésus, c'est Christ, homme, H, homme, hein, et ça veut dire Jésus, fils de Dieu sauveur. Donc, ça a été tout arrêté, alors donc, Saint-Barthélemy, donc patron des tanneurs, il y avait le fraternité à Pétamour. De l'autre côté, Saint-Antoine, et là, si vous voyez sur le côté, vous avez des stèles où il manque des statues. On n'a pas fait ça parce qu'on a oublié de les mettre. C'est parce que ce sont des statues qui sont parties en restauration et qui ont été volées. Et donc elles ont été volées il y a très longtemps et on pensait les avoir retrouvées, mais c'était pas celle-là. Une dame envoyant un reportage en fait français sur la restauration et sur la découverte en fait d'une maison qui était un receleur d'œuvres, notamment liturgiques. Une dame a cru revoir en fait ces statues. Il y a eu expertise et ce n'était pas celle-là. Donc on laisse les stèles vides en espérant qu'un jour peut-être on arrive à les retrouver. Donc quand ils ont refait l'église, puisque l'église a eu différents problèmes, hein. Elle a été brûlée, elle a été rasée, donc elle a été reconstruite plusieurs fois. Ils ont enlevé les stèles et ils les ont posées ici. Donc c'est les stèles que vous voyez ici. De part. De l'autre côté, vous avez Sainte-Anne, patronne des pompiers, de tous ceux qui s'occupent de
Voilà. Et à la fin, ici, vous avez les deux derniers vitraux qui sont des saints. Sainte Cécile, en l'honneur de musiciens. Et Saint-Éleuthère. Vous avez Saint-Éleuthère, qui est un copain novice et qui est devenu le premier évêque de Tournai. Pourquoi ils sont très différents? Là, c'était la dernière demeure. Je pense que c'est vraiment la dernière demeure. Donc, comme j'ai expliqué, la pierre que vous voyez ici, elle n'est pas noire, hein, naturellement. Elle a été peinte. C'était de la pierre bleue, puisque l'église est faite sur de la pierre bleue. Ensuite, elle est montée en briques. Mais c'était pour se démarquer, en fait, tout simplement des petites gens. Hein. Il fallait que le tombeau soit différent. Comme l'or était très cher et qu'on ne pouvait pas se permettre de tout faire en or et en vrai marbre. Donc c'est de la pierre bleue qui a été repeinte pour se donner un petit peu de distinction par rapport au commun des mortels. Donc cette stèle également était par terre. Elle était au milieu dans l'allée centrale. Et effectivement, elle a été enlevée et posée à même pour qu'on puisse la voir et l'admirer comme une œuvre d'art. Donc vous avez donc le duc de Bourgogne et son épouse. Donc ici vous avez aussi l'inscription, comme celle, exactement, comme celle de Paris, comme celle de Londres. Il est probable que un de ses ancêtres est allé à Byzance combattre peut-être dans l'une des croisades. Alors Saint-Chi s'est posé là. Alors ici, vous avez qui attend la résurrection. Alors vous avez des têtes de mort et vous avez aussi des infirmiers. Avec le S ici, vous voyez, l'infirmier. Donc ici, ce sont les $, et de la blâme semaine et de la pierre, et les griffons, et la licorne qui est le mariage, la somme des deux. Normalement, ça c'est la femme. La femme, c'est souvent ce qu'on appelle les quartiers de noblesse. Hein? Donc les $, les vligues. Les vligues, c'est des mouches, c'est ça? Donc il y a des mouches, ce sont des âmes parlantes. Il y a des mouches ici. Ici vous avez les nobles hommes. Pour ne pas mettre deux M, il met simplement un petit signe au-dessus là. Hein? C'est un petit marche, je pense. Hein? Il s'appelle Philippe d'Aulin. En son temps, écuyer, seigneur d'Édimbourg et de. Hein? Il traite ensemble, mais il traite pas ça en l'an de grâce 1508. Le 15 d'avril, priez Dieu pour son âme. Le réformatisme, la pub représente les 4 saisons. Il ne faut pas le dire. Si vous voulez partir avec, c'est lourd. Il y a d'abord le printemps où on cultive la terre, hein, et puis l'été. On coupe le blé, puis hop. L'automne, il n'y a pas des costauds là-bas. Avec les vendanges, voilà, les grappes de raisin. Et l'hiver où on tue le cochon. On l'a sommé, bien sûr, pas comme les musulmans. Alors ici, en bas, nous avons le carré terre qui va nous amener au ciel, le cercle ciel. Et pour nous amener à l'église, au cercle ciel, il y a là 12 cordes. 12, c'est Marie, mais c'est aussi l'église. Grâce à l'église, mes chers enfants, vous allez aller au ciel.
Parce que le baptême nous rend quoi? Enfant de Dieu. Faux, madame, hérétique. On n'est pas enfant de Dieu par le baptême. Et c'est ce qu'on nous a toujours appris d'ailleurs. On est enfant de l'Église. Quand on est, le père Léon de Bricaire de Saint-Léger disait, et avant le baptême, on est enfant de qui alors? Hein? Donc voilà. Donc il y a des hérésies, surtout dans le livre des... Et 1775. Maintenant. Dernier visiteur. Attention, la première marche, elle est grande, ouais. Ah ouais, j'ai déjà... C'est un éclairage. Et normalement, hier soir, demain et lundi. À nos télés, ça. Non, c'était à couvert. Après le journal, après le JT, 1h30. On vient ici. Et je viens régulièrement. En bateau de Norvège et est déjà ensuite stocké ici dans des glacières. Un petit peu Ça reste le fond des traces. Non, non, non. C'est un système, en fait, si... Quand on rentre là-dedans, on sent vraiment la fraîcheur. Ça reviendra peut-être, mais c'est vrai qu'elle n'a jamais été... De toute façon, la glace, c'était pas dur à trouver, mais plein les étangs. Hein. Ce qu'ils faisaient, ils récupéraient la glace des étangs, ils mettaient dedans. Hein. C'est ce qu'ils faisaient. En hiver, ils coupaient la glace, ils mettaient de la paille. Ils mettaient de l'eau. Oui, c'est quand même. Ah, c'est une belle promo. Pourquoi pas? Oui, oui. Puis c'était une belle réussite. C'était une belle réussite. Souriez, vous êtes filmé. Ça, c'est les Venise. Et après, ce début de journée de patrimoine consacré au patrimoine insolite cette année, et plus particulièrement le patrimoine insolite que l'on peut trouver ici à Étainbourg, qui se compose de 3 éléments. Je ne vais pas vous les dire, je ne vais pas non plus vous les expliquer, parce que nous avons l'opportunité et la chance d'avoir Croque-Mitaine,
Voilà, ça c'est l'heure, hein, vous voyez, la ponctualité est un peu... Croque-Mitaine qui va vous guider vers ces 3 lieux insolites avec les explications historiques et humoristiques. Je voudrais les remercier en tout cas de leur participation, de leur concours et surtout de la manière avec laquelle ils ont mis en scène ce parcours. Vous remercier, vous toutes et vous tous ici présents, de participer à la découverte de ce patrimoine. Merci aussi à Rita qui est une des responsables de Croque-Mitaine. Merci à Eric que je ne vois pas mais qui doit être au téléphone, hein, c'est son appendice le plus courant. Et donc, parce qu'il a aussi coordonné cette journée. N'oubliez pas aussi que cet après-midi, il y a voltige équestre au haras des Chartreux pour agrémenter les 2 visites qui auront encore lieu cet après-midi, à 14h et à 16h. Voilà, Eric qui me fait signe sans téléphone, c'est pas mal. Et donc, si ça vous a plu ce matin, n'hésitez pas encore à en parler autour de vous. Cet après-midi, c'est encore possible. Et comme tout est gratuit, profitez-en. Merci de votre attention, bonne découverte et bonne balade patrimoniale. Merci. Voilà, merci monsieur le bourgmestre pour cette mise en bouche. Et nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Donc vous êtes dans la journée du patrimoine wallon. Vous venez découvrir ici ce qu'on appelle le château de Bourgogne, dit château d'Étainbourg. Alors vous le savez peut-être, ce château est tel qu'il est depuis 1856. Mais on a déjà des origines bien plus anciennes d'un autre château, voire de plusieurs autres châteaux qui étaient ici avant celui-ci. Et notamment des châteaux du Moyen-Âge. L'histoire commence à peu près au XIIe, XIIIe siècle, on va dire avec des traces formelles à partir du XIVe siècle d'un château fort, plus ou moins à l'emplacement de celui-ci, mais qui à l'époque était entouré d'un double fossé d'eau, hein, donc de douves, et qui était entouré de remparts. Ces remparts étaient parsemés de machicoulis, donc pour la défense, étaient surmontés de créneaux tout autour, et donc permettaient quand même une défense de ce château. Les premières familles qui ont été reprises dans les possessions ici du château d'Étainbourg sont les Dolehain. Donc on a des traces du seigneur Dolehain lorsque le château était brûlé au Moyen-Âge. Les autres familles qui ont succédé par la suite sont les d'Auberchicourt. On a les familles Saint-Aldegonde aussi, et on a la famille d'Antoine, qui a aussi régné ici sur les lieux et qui a possédé ce domaine. Alors, on parlera encore un peu plus tard de ce qui s'est passé ici au Moyen-Âge, mais il faut savoir que les premières traces vraiment formelles et officielles du château d'Étainbourg, avec les premiers seigneurs d'Étainbourg, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, ça c'est un dessin de Sanderus, château de 1620. Donc là on a déjà quitté le Moyen-Âge, on a la Renaissance, et donc en 1620, on a déjà un château qui est au même emplacement que celui-ci, un château qui, par rapport en tout cas au château du Moyen-Âge, n'est plus complètement entouré de remparts, mais a quand même encore des douves tout autour, donc rempli d'eau. L'entrée de ce château est déjà bien à l'emplacement de celui-ci. Ça va? Donc on est dans la même entrée. Le pont sur lequel vous êtes, c'était bien le pont-levis de l'époque, au début du XVIIe siècle. On estime qu'au Moyen-Âge, il y avait diverses entrées, donc les douves étaient surmontées de plusieurs ponts-levis, tandis qu'au XVIIe siècle, une seule et même entrée, celle-ci, qui donne d'ailleurs dans le prolongement de l'église, on le verra tout à l'heure, qui a été modifiée fin XVIIIe, puisque à la base, l'église était orientée comme le château, d'est en ouest, qui permettait aux châtelains de se rendre directement dans l'entrée de l'église. On peut voir? On voit aussi que la ferme qui est là derrière vous, qui est maintenant le haras, hein, le haras des Chartreux, la ferme du château de l'époque était un peu plus grande que les bâtiments que vous avez derrière vous,
et était disposée un peu plus sur le côté du château. Ici, elle est plutôt derrière le château. Vous voyez, on a les... Je veux bien tenir ça ? Merci. On a l'église du château qui est ici, juste dans le prolongement de celui-ci, et on a la ferme du château qui est là derrière, mais qui est un bâtiment plus grand que ce que vous ne voyez là derrière moi pour l'instant. Voilà, ça c'est vraiment le premier dessin officiel qui a été fait par un moine, étant donné que les châteaux du Moyen-Âge, on a plus ou moins une estimation, avec à l'époque des comptes rendus quand c'était encore Baudouin de Lehain qui était ici dans le château au Moyen-Âge. Voilà, alors, merci. En 1620, le château appartenait à différentes familles. Donc on peut parler d'abord au niveau de ce qu'on appelait à l'époque les seigneurs d'Étainbourg. On peut parler des de la Broye. On verra tout à l'heure qu'on a le caveau de Gilbert de la Broye dans l'église. On peut parler ensuite du chevalier Arnoul de Thierry, qui possède ce château. On a la famille de Villegas, qui par la suite devient propriétaire. Et on termine par la famille des de Brande de Mézières. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le marquis de Brande de Mézières, plus connu sur le nom de Mézières, tout simplement, qui possède le château vers les années 1800. Et ensuite, c'est seulement après que le château va passer dans les mains de ce qu'on appelle les ducs de Bourgogne. Et notamment en 1809, quand Philippe de Bourgogne épouse la marquise de Brande de Mézières, donc la fille du marquis de Mézières qui possède le château. Et c'est à partir de 1809 que ce château devient vraiment le château des ducs de Bourgogne. Je vous donnerai un peu plus d'explications quant à la suite de ce château. On ira vers la Verrière. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est peut-être d'entrer dans le couloir d'entrée du château, à savoir que le château n'est pas accessible, sauf l'étage pour certains qui a déjà été visité ici depuis 10 heures, c'est accessible. La grande salle à manger n'est pas accessible et la grande verrière non plus, pour la simple et bonne raison que maintenant c'est une société privée qui gère le domaine. Donc apparemment il y a eu un mariage hier et j'ai vu que tout était encore fermé. De toute façon la visite n'était pas prévue à l'intérieur du château, mais bien à différents endroits du domaine. Donc si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer juste dans le couloir. Merx tout court. Merx tout court. Monsieur et Madame Merx tout court. Qui puis-je annoncer? Madame? Madame Prest. Werbrook. Werbrook, Allison et compagnie. Le chevalier de la tour qui flanche. C'est mieux ça. De la pierre du Ponchel. Delforge. Monsieur Dupré de la Royère. Le gentilhomme de courtes jambes. Le jeune homme de la roulette. La princesse et le prince de haute cœur. Au pluriel. Là-bas derrière aussi, monsieur De Croo. Bon, alors voilà, là vous êtes en face de ce qu'on appelle maintenant la cour ouverte, du moins la verrière. Et donc cette cour au Moyen-Âge n'était pas accessible puisque vous aviez des douves à l'endroit où vous vous trouvez. Donc des douves qui passaient ici, remplies d'eau bien évidemment. Par la suite, lors de la reconstruction du château en 1856, les douves ont été en partie comblées, puisque derrière, vous avez vu, il y a encore de l'eau et là-bas sur le côté. Et donc, le château s'est ouvert avec une cour intérieure qui était beaucoup plus accessible que le pont par lequel vous êtes arrivé ce matin.
Alors évidemment ici donc la personne qui fait reconstruire ce château en 1856, c'est Charles de Bourgogne, le fils de Philippe de Bourgogne, hein, le premier de Bourgogne arrivé ici à Étainbourg, et de la marquise de Mézières, hein, donc Dame Marie-Joseph Julie de Mézières, donc la fille du marquis de Mézières, donc la marquise de Mézières elle-même. Charles fait construire le château en 1856 et par la suite, c'est sa famille qui y habite. La dernière à habiter le château dans les deux Bourgognes était Marie de Bourgogne, donc la fille de Charles de Bourgogne, qui décède vers 1908. Et à partir de cette époque, le château de Bourgogne est revendu par les héritiers, donc par les enfants de cette dame, est revendu en 1910 à un industriel de Tourcoing, monsieur, si je ne m'abuse, monsieur Collier, Maurice de son prénom, et reste dans la famille de monsieur Collier, donc jusque plus ou moins 1959, puisque monsieur Collier décède en 1952, et c'est sa fille qui revend le domaine en 1959 à la commune d'Étainbourg. Et à ce moment-là, ça devient la maison communale d'Étainbourg. Et durant 25 ans, tout le domaine que vous avez ici autour a été géré par une société qui a organisé des concours de pêche, qui a organisé des concerts, qui a organisé des manifestations sportives, du tir à l'arc. Donc pendant 25 ans, tout a été géré par une société et par la commune d'Étainbourg à l'époque. Ensuite, après la fusion des communes en 1984, le tout est repris à ce moment-là par la commune d'Étainpuy, après la fusion, et ça devient donc propriété de l'entité d'Étainpuy. Et de nouveau, la commune d'Étainpuy à ce moment-là donne la gestion, et notamment du bâtiment, à une société privée qui va y organiser des mariages, des festivités, des séminaires. Donc maintenant on peut venir en famille prendre possession du château d'Étainbourg. Et la verrière que vous avez devant vous a été construite il y a à peu près 11 ans, donc, et remplace la cour intérieure du château. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à l'époque, quand Charles de Bourgogne en 1856 refait ce château, donc il le refait au même emplacement que celui qu'on trouve en 1600. Je vous ai expliqué, la même entrée, le même emplacement, sauf qu'il le refait dans un autre style, un style néo-gothique. Donc je ne sais pas si vous le voyez également, de fausses tours de défense, tout ça c'est de la parure. Donc c'est un style et on imite le Moyen-Âge, alors qu'à l'époque, au milieu 19e siècle, on ne doit plus se défendre contre grande attaque, mais on aime bien faire semblant encore que ce château est un petit peu un château fort, alors que ce n'en est plus un du tout. La preuve, il y a déjà même plus de douves tout autour. Voilà. Petit fait précurseur pour le devenir de ce château, qui est à noter, c'est qu'au Moyen-Âge, en 1340, donc sous Hugues d'Ollehin, oui, et moi ici j'ai un héritage en fait. Parce que les domestiques, on a des héritages aussi. oui. Et par mes aïeux, on m'a transmis ceci. Ah. En fait, c'est une pierre du château qui a été brûlé par les Anglais. Et donc vous voyez ici, il y a encore la trace. On voit encore la trace. Elle a été brûlée. D'accord. Vous voyez, bon, pourquoi parfois, mais se fier aux domestiques. Hein. Si ça intéresse quelqu'un, c'est 10 €. C'est la journée du patrimoine, hein, profitez-en. Hein. C'est une pierre authentique, hein. C'est une vraie pierre. Bon, enfin, mettez-vous d'accord si quelqu'un veut l'acheter. Autre fait... On peut faire des enchères aussi, hein, si vous voulez. Peut-être par la suite, si on peut continuer, c'est quand même la journée du patrimoine, je sais, mais bon, c'est pas la journée des bonnes affaires non plus. Hein. Alors, autre fait précurseur qui va marquer l'histoire de ce château. En 1478, hein, donc le château appartient à ce moment-là à Hugues d'Ollehin, et en 1478, le roi de France, Louis XI, est roi dans la région, et est à la recherche d'un félon
qui s'appelle Osterhard de Frane. Et il se fait qu'à l'époque, ce Osterhard de Frane, donc qui circule dans le coin, il faut savoir que Louis XI a été même guerroyé jusque Leuze et même l'entrée de Hatt, hein, puisqu'il y a eu une célèbre bataille autour de Leuze. Et en 1478, il retrouve cet Osterhard de Frane ici dans la région, avec ses armées, et Osterhard est décapité, hein, accusé de félonie. Et il se fait que le cousin d'Osterhard de Frane est justement Hugues de Lehun qui habite ce château. Et donc en 1478, hein, pour avoir manigancé avec les Bourguignons, parce que cette fameuse Osterhard de Frane était dans le parti des Bourguignons, donc tenait avec les ducs de Bourgogne, qui se battaient à l'époque contre le roi de France. Donc à cause de ce félon, le château est détruit une nouvelle fois en 1478 par l'armée du roi Louis XI, donc l'armée de France. Donc vous voyez, c'est quand même assez marquant que 4 siècles avant de devenir le château de Bourgogne, eh bien ce château a déjà maille à partie avec le roi de France pour la défense des Bourguignons. Vous voyez? Alors je sais bien qu'il n'y a pas de hasard, vous me direz, mais apparemment dans l'histoire il n'y a pas de hasard non. Voilà, alors ce que vous pouvez faire maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez me les poser. Sinon, on va tous se tourner vers une partie des douves et je vais vous montrer, du moins vous laisser entreapercevoir ce qu'on appelle la grotte romantique du 19e siècle, qui apparemment a été construite en même temps que le château. Bon alors, vous ne la voyez pas, mais vous allez la deviner. Est-ce que vous voyez le rideau de lierre qui se trouve là-bas dans le petit interstice? Voilà. Eh bien, à cet enclavement-là, il y a une grotte. Évidemment, je ne vais pas aller vous la montrer, je n'ai pas d'embarcation, mais c'était une grotte qui a été construite vers le milieu du 19e siècle, en même temps que le château, donc par Charles de Bourgogne. On était très romantique à cette époque-là et on aimait bien courtiser sur les eaux. Et donc c'était un embarcadère qui permettait d'arriver dans des petites barques qui se trouvaient là, dans l'entrée de la grotte, et de promener avec donc, sa concubine sur des embarcations de l'époque. Alors, cette petite grotte, elle a donné lieu à plein d'imagination dans le village. Parce que vous le savez peut-être, dans différents châteaux, hein, et pas ici dans la région, on prétend qu'il y a des souterrains qui permettaient aux châtelains d'aller par-ci, d'aller par-là. Ici, on a longtemps dit dans le village qu'il y avait des souterrains en dessous du domaine d'Étimbourg qui permettaient d'aller vers Tournai, hein, alors que ça se trouve à plus de 10 km. Vous imaginez qu'est-ce qu'il fallait creuser. On disait aussi qu'on pouvait aller d'ici à la ferme des Templiers à Saint-Léger. Hein, vous voyez toute l'imagination, tout l'imaginaire, les Templiers, le trésor des Templiers, donc les souterrains du château, enfin bon, inimaginable. Inimaginable parce qu'il c'était des kilomètres de galeries, et malgré tout, ça a été entretenu par les gens du village. On disait que les gens, hein, les grands-parents s'étaient cachés pendant la guerre 14, que les tantes et les oncles s'étaient cachés pendant la guerre 40. On disait qu'on savait parcourir tout le village de par les souterrains. La preuve, c'est que la grotte qui est là, c'était une entrée. Il y avait soi-disant une autre entrée à la fin du domaine, mais on a bien vu que cette fausse cave ne donnait nulle part. J'irai après ça vous montrer une autre entrée qu'on croyait encore être un souterrain, mais vous verrez que c'est tout à fait autre chose. Et dans le début des années 90, des archéologues amateurs se sont donné la peine d'aller voir dans le fond de cette grotte. C'est une cavité qui fait à peu près 7 mètres de large, 3 ou 4 mètres de profondeur, et elle est effectivement fermée par un mur de moellons. Et il y a 2 arches à l'intérieur, 2 arches en briques espagnoles. Et bon, ben, les archéologues de l'époque se sont donné la peine de creuser ce mur de moellons, et après bien des peines, ils se sont rendus compte que ce mur ne donnait sur rien du tout. Donc c'était de la terre. Et en fait, ce mur, ça servait uniquement de nouveau pour la décoration du 19e siècle. Et il s'est avéré, après quelques fouilles supplémentaires, qu'en fait, les 2 arches en briques que l'on trouve là, dans cette grotte, ce n'est autre que 2 pieds du pont qui permettaient de passer les douves du château du XVIIe siècle, celui que je vous ai montré tout à l'heure en dessin.
Et quand les douves ont été comblées, eh bien, les artisans du 19e qui ont refait le château que vous voyez maintenant ont profité de cette double arche pour faire une fausse grotte tout simplement. Ben c'est pas vrai, hein? C'est pas vrai du tout, hein, Célestine, que c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a un vrai souterrain, hein? Il y a un vrai souterrain, un vrai. Oui, oui, d'ailleurs, Mais le vrai souterrain, oui. Ernest, ma grand-mère, tu te rappelles, Oui. elle me racontait une histoire. Oui, et d'ailleurs, le vrai souterrain, l'histoire de la grotte, c'est un leurre. Le vrai souterrain, il est en dessous de l'eau. On passe en dessous de l'eau, il y a un siphon, et puis on arrive dans le vrai souterrain. Hein? Et dis un peu comment. Il y avait, paraît-il, une jeune paysanne, jolie et amoureuse d'un gros marchand. Et un jour, ce marchand lui offrit un magnifique bijou. Malheureusement, l'argent, le père ne voulait pas qu'il se marie. Donc, de tristesse, la jeune fille, imaginez, elle a plongé en voulant mourir. Elle n'est pas morte, elle a été aspirée par ce siphon. Et elle a été entraînée et elle a débouché dans un tunnel. Dans Oui, un tunnel. dans un tunnel, ça oui. Remontée dans ce tunnel et puis elle s'est aperçue qu'il ne faisait pas noir. Miracle de l'amour, le magnifique bijou qu'elle avait reçu rejetait de la lumière. Elle a parcouru ce tunnel et puis tout d'un coup elle est tombée sur une cassette avec des pierres d'or. Des pièces d'or. Oh, oui, madame, oui. Elle a pris, bien sûr. Et elle a continué à cheminer. Et elle est sortie quelque part du côté de Bayonne. Fin d'histoire. Mais c'est pas vrai d'ailleurs. Tu Elle racontes. épousa son gentil marchand. Oui, ça peut-être, mais tu racontes n'importe quoi. Non, écoutez, non. En fait. Arrête de crier. Ça fait mal aux oreilles. En fait, c'était à l'époque, hein, il y a longtemps, c'était la même chose, hein, il y avait de l'eau aussi, et c'était un pauvre pêcheur, parce que tout le monde était pauvre hein, à l'époque, sauf le Seigneur. Un pauvre pêcheur et qui avait très faim, comme tout le monde à l'époque. Et à un moment, il sent que ça tire très très fort sur sa ligne. Alors il dit, je vais avoir quelque chose d'oscar, quelque chose vraiment de bien. Ça tire. Et à un moment, comme les poissons sont ferrés, de temps en temps ils font un petit saut hors de l'eau, et qu'est-ce qu'ils voient? Un minuscule poisson, mais très brillant. Et le poisson retombe dans l'eau et continue à tirer de plus belle. Alors l'homme est là, mais il ne veut pas perdre, son fil ne casse pas, il ne veut pas perdre sa canne, il n'a rien. S'il perd sa canne, il ne pourra plus manger du tout. Alors il s'agrippe, et évidemment, il file dans l'eau. Le poisson l'entraîne en dessous du siphon et il se retrouve dans la caverne et au début du fameux tunnel. Et alors, il est là, dans le tunnel, et évidemment, il a toujours très faim. C'est pas parce qu'il a été dans l'eau qu'il a plus faim. Il a toujours très faim. Alors, qu'est-ce qu'il prend? Le poisson toujours attaché au fil et il veut l'avaler comme on le fait d'un match, comme ça, directement. Et au moment où le poisson va entrer dans sa bouche, le poisson se met à parler. Et le poisson dit, si vous m'épargnez, je vais vous faire sortir de ce tunnel. Alors, il s'aperçoit que le poisson brillant était un peu lumineux. Vous voyez comme ces poissons qu'on trouve dans les abysses, très très profonds dans les océans. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il distingue effectivement l'entrée d'un tunnel. Alors, il avance dans le tunnel, en tenant toujours sa canne, avec le poisson au bout, un peu comme un fanal. Il avance comme ça, en cours de route. Et là tu as raison. Il découvre un trésor aussi, mais il n'aboutit pas, etc. Il aboutit dans le creux d'un saule qui se trouve à la limite d'un étang. Et évidemment, maintenant il est riche, et en récompense, il relâche le poisson dans l'étang. Il a l'argent, il ne reste pas ici, il part très loin, dans des pays où il peut dire qu'il a toujours été riche de père en fils. Voilà, c'est comme ça. Voilà, alors, on va ici voir un endroit qui pourrait paraître également comme une entrée de souterrain et qui en fait est une glacière.
Donc c'est une glacière qui a été construite à la même époque que le château actuel, donc en 1856. Certains disent qu'en 1818 elle était déjà présente, mais on n'en est pas sûr. Et cette glacière n'est malheureusement pas accessible, d'autant plus que vous êtes très nombreux et qu'elle est très petite. Donc on va juste s'avancer devant l'entrée de la glacière. Et là, je vous expliquerai un peu le type de glacière dont il s'agit. Voilà, donc vous pouvez avancer. La bière de la duchesse de Bourgogne, un sous le cou. Tais-toi, Ernest est mort. Arrête, tais-toi. Bon alors la glacière, c'est par ici. Comme d'hab. Vous pouvez venir là encore, hein. Allez, avancez. Bon, alors, pour ceux de nouveau qui ne voient pas, si vraiment ils sont trop derrière, vous regarderez après. Voilà, ici on est devant ce qu'on appelle une glacière dite de plaine. Donc c'est un type de glacière particulier qu'on construisait au milieu du 19e siècle, qu'on appelle une glacière semi-enterrée. Alors, pourquoi une glacière semi-enterrée? Tout simplement parce qu'elle est recouverte d'un monticule de terre. Elle est faite entièrement en briques, sauf le linteau au-dessus qui est en pierre de taille et le seuil d'entrée qui est en pierre de taille aussi. Elle est recouverte d'une chape de plomb. Hein, on voit les bords rouges qui sont là. Ici, c'est du plomb. Voilà, ici en dessous. D'où l'expression sous une chape de plomb. C'est pas pour rien. La chape de plomb permettait de conserver la fraîcheur. Alors, la glacière de l'époque, évidemment, n'est pas très grande. On a un petit couloir d'entrée que vous voyez qui fait 3 mètres de long, plus ou moins. On sait difficilement se tenir debout, surtout que ça varie avec l'avancée dans le couloir. Je vais vous montrer une coupe de cette glacière. Et on a également donc une salle sur la droite, au bout du couloir de 3 mètres. Une salle ovoïde qui fait 3 mètres de large à peu près et qui fait à peu près 2 mètres de profondeur. Alors cette salle ovoïde, elle est au milieu, si vous voulez, elle est plantée d'une grille qui est là, qui fait à peu près 80 cm² et qui permet l'écoulement des eaux de glace dans un faux puits. Faux puits qui donne apparemment lui-même dans un petit rieu, hein, le rieu qui traversait ici en dessous, qui allait au château et qui permettait de remplir les douves du château. Donc cette petite glacière, évidemment, n'est pas accessible pour l'instant parce qu'il y a encore du déblayage, quoique ça a été de nouveau déblayé dans le début des années 90 par les archéologues amateurs qui ont déblayé la grotte que je vous expliquais juste avant, et donc qui ont découvert cette glacière. Mais avant ces débuts des années 90, de nouveau, ça faisait l'objet ici, puisque c'était quand même recouvert aux 2 tiers. Donc, on voyait qu'il y avait une grille, on voyait qu'il y avait une entrée, mais on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Hein, et de nouveau, on interdisait les enfants de venir jouer. On prétendait que c'était l'entrée des souterrains, et on disait que grâce à ces souterrains, donc on pouvait encore aller où on voulait à partir du château. Donc on peut constater ici que c'est réellement faux, puisque c'est bien une glacière de l'époque. Donc c'est même un témoignage de l'époque industrielle du 19e siècle qui est très intéressant, puisqu'elle est quand même à peu près dans son entièreté. Hein, et la fonction de cette glacière, c'était tout simplement de pouvoir conserver des aliments à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de frigo, c'est l'ancêtre du frigo, et ça permettait sûrement de conserver des carcasses de gibier, hein, que les de Bourgogne allaient chasser avec leur cours ici dans les environs d'Étainbourg, et on revenait mettre les carcasses de gibier dans la glacière, et sûrement qu'on pouvait y conserver bien d'autres choses. Alors, les glaces, où est-ce qu'on allait les chercher? Ben, on pouvait encore les fabriquer à l'époque, on est déjà à l'époque industrielle des machines à vapeur, mais c'était bien plus facile d'aller les chercher sur les lacs en hiver. Oui, ici. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. Ben, oui, c'est un morceau, mais ça pesait 700 kg quand c'est parti des Alpes. Ah. Voilà. La glacière est là, vous pouvez le faire passer, s'il vous plaît. Celle-là, c'est de la glace pure. Vous pouvez le faire passer. Vous pouvez passer. Évidemment, il reste plus grand-chose. Hein. Disons qu'avec vous pouvez le faire passer. Oui, mais je crois que M. Marquis pourrait conserver quelques saucisses. Ah oui, c'est de la vraie glace, c'est lourd. Hein. Voilà. C'est sûrement de la glace d'outre-tombe. Voilà, vous pouvez toucher
Alors on dit qu'à l'époque aussi, quand la glace se mettait à fondre, on remettait quelques seaux d'eau pour pouvoir avoir une meilleure cohésion des morceaux de glace pilés à la fin et qui pouvaient encore se ressouder et avec la fraîcheur de l'endroit conserver encore quelques jours en tout cas les aliments qu'on y met. Voilà donc merci pour votre intervention. Voilà, c'était des morceaux de glace de ce style-là en tout cas qu'on pouvait y trouver à mon avis un peu plus. Des questions? Voilà donc de nouveau voilà un des endroits qui faisait fabuler le village. Sûrement que là beaucoup de grands-pères, de grands-mères, donc des deux temps de s'échapper pendant la